OK, donc bonsoir tout le monde. Bienvenue officiellement à ce webinaire offert par À la découverte de l'univers. C'est un webinaire sur Zooniverse. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez un petit peu déjà Zooniverse. Si oui, peut-être faites signe dans le chat ou peut-être que c'est complètement nouveau. Ça existe quand même depuis 2000. C'était pas Zooniverse dans le temps, mais le premier projet a commencé en 2007. Je vais vous parler de ça. Moi, je le connaissais à l'époque, puis ça a grossi au fil des années. Mais c'est comme juste là qu'on a décidé d'en faire un webinaire pour à la découverte de l'univers. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont parti un programme d'ambassadeurs et j'ai un de mes employés, CJ, qui a suivi la formation. Il a présenté officiellement une formation il y a 2 semaines en anglais. Puis moi, je fais l'équivalent en français. Alors oui, Mario connaît ça un petit peu, oui. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Julie Bolduc-Duval. Je suis la directrice du programme à la découverte de l'univers. Et depuis, ça va faire 15 ans cette année, au mois de juin, en fait, on offre des formations en ligne pour le personnel enseignant ou les gens qui font de l'animation scientifique. En fait, si vous travaillez avec des groupes de jeunes éventuellement, puis vous voulez vous outiller pour enseigner l'astronomie, ben, on est là pour vous aider. Donc, on offre des ateliers, des webinaires, on a des ressources en ligne, on fait des fois des formations en personne. Je fais juste vous amener rapidement sur notre site web. Dans notre section événements, c'est ici que vous êtes venu pour vous inscrire à notre webinaire à Zooniverse. On ne l'a pas encore annoncé, mais c'est déjà en ligne. La promotion part lundi prochain. On a notre concours à la manière d'un astronome qui recommence lundi prochain, qui va jusqu'au mois de mai. Et c'est une façon d'inviter les jeunes à soumettre une fausse demande de temps de télescope. C'est pas pour de vrai, mais ça, c'est un travail que les astrophysiciens font régulièrement, demander du temps d'observation sur un télescope. Donc, on invite les jeunes à passer à travers le processus et il y a des prix à être gagnés à la fin. Bref, c'est déjà lancé. Et aujourd'hui, je viens de mettre celle-là en ligne. On va avoir une journée de formation à Montréal. La date n'est pas très bonne, je le sais, c'est le 9 juin. C'est pas très bon pour le personnel enseignant, mais on n'a pas le choix. C'est dans le cadre du congrès de la Société canadienne d'astronomie qui va se tenir à Montréal cette année. Donc, la date, on suit le congrès. On vise enseignants secondaires, ceux qui peuvent. Peut-être on va ouvrir au collégial aussi, un éducateur scientifique, éducatrice scientifique et conseiller pédagogique. Si ça vous intéresse, ça vient d'ouvrir. Ben, ça vient d'ouvrir. Je l'ai mis en ligne. Il y a des petites erreurs de design sur la page, mais on va y revenir. Mais bref, c'est le genre de choses qu'on offre, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ce qu'on offre, c'est toujours gratuit. Donc, si vous avez des questions, si vous êtes en ligne avec moi, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Il y a des moments aussi où peut-être ce sera plus propice. Je demanderai si vous voulez parler, on pourra ouvrir les micros. Évidemment, quand vous ne parlez pas, c'est toujours plus simple que vous gardiez votre micro fermé. Et si vous écoutez l'enregistrement, de toute façon, vous allez le voir dans le courriel. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions par après ou des problèmes. Dans le fond, mon travail, moi, c'est de vous aider à enseigner l'astronomie. Puis quand on offre une formation, évidemment, ça me fait plaisir de vous aider sur le sujet. Donc, c'est quoi Zooniverse? Ce n'est pas quelque chose que nous, à la découverte de l'univers, là, on offre. C'est vraiment un programme qui existe en ligne depuis plusieurs années. Mais comme je disais, mon employé a eu la formation officielle pour être ambassadeur. Donc, on s'est dit qu'on allait en parler un peu plus. C'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, je trouve génial. C'est une plateforme de sciences citoyennes. Donc, tout le monde peut contribuer à la recherche. Je vais vous montrer un peu tu sais, les avantages comme ouais, en fait, je vais partir sur mes présentations, sur mes diapositives, mais après ça, je vais vraiment aller sur la plateforme Zooniverse pour vous montrer euh, comment ça fonctionne. Et là, d'ailleurs, je pense que j'ai le bon lien ici encore. Non, excusez, attendez un peu. Je vais revenir en arrière parce que j'avais le lien. Je donne toujours accès au Google Slides, puis j'avais oublié de le mettre dans le chat. Voici, les diapositives vont être envoyées aussi dans le courriel que je vais envoyer demain avec l'enregistrement. Demain ou lundi, là, demain, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, il y a plein de projets, dans le fond, dans Zooniverse, vous allez voir, sur de différents projets de recherche dans différents domaines de sciences humaines aussi. Maintenant, ça a commencé avec un projet en astronomie. C'est pour ça, moi, je le connais quand même depuis 2007 avec le projet Galaxy Zoo. Et maintenant, ça l'a vraiment ouvert à dans vraiment beaucoup de domaines, vous allez voir. Donc, c'est quand même intéressant. Oui, on est un programme d'éducation en astronomie, mais vous allez voir que la plateforme, peut-être que si vous enseignez dans d'autres domaines, ben, vous voyez des choses intéressantes aussi.
C'est quoi les avantages, dans le fond? Ben, pour les participants, c'est qu'on a vraiment l'impression de faire avancer la recherche. On contribue concrètement. Ça nous permet aussi d'en apprendre davantage sur plusieurs projets, sur la science en général, sur le processus de recherche scientifique aussi. Vous allez voir un peu comment les scientifiques ont comme divisé leur recherche en petites tâches que vous pouvez faire, même sans avoir de connaissances très poussées dans le domaine. Et si vous voulez, bon, c'est sûr que le partage se fait surtout en anglais, mais il y a vraiment une communauté internationale. Vous pouvez rentrer en contact avec les chercheurs des projets. Il y a des interactions qui se font aussi, donc c'est quand même intéressant, soit les participants ensemble ou même avec les scientifiques là, derrière le projet. Pourquoi les scientifiques, eux, embarquent, veulent créer un projet sur Zooniverse? Ben, ça permet d'avancer des projets qui nécessiteraient trop d'heures d'analyse. L'IA est intéressante, l'intelligence artificielle, mais ne peut pas tout faire. Et ça, c'est des projets justement que ça demande des fois un œil humain. Donc, ça prendrait beaucoup de temps des fois à cas de tout faire ça, ou le projet serait tout simplement impossible à faire. Donc, en allant chercher les gens qui sont intéressés un peu partout, qui veulent contribuer, ben, c'est intéressant puisque ça peut faire avancer justement la recherche. Ça permet des nouvelles découvertes et au niveau des scientifiques aussi, ça permet un partage avec une communauté internationale. Comme je vous disais rapidement, l'histoire de Zooniverse, les débuts ont été en 2007 avec Galaxy Zoo. Et depuis, là, je vais revenir à Galaxy Zoo, là, mais depuis, il y a eu plus de 500 projets, 3 millions de participants et qui font plus de 6 millions de classifications chaque mois. C'est énorme quand même, là, il y a vraiment beaucoup d'activités sur le site. Puis quand je parle de différents projets, on va y aller en ligne, là, mais bon, il y en a qui sont plus en astronomie, il y en a du côté de l'histoire, même biologie, on peut observer les pingouins, bref. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses, là. On va aller sur le site web dans quelques minutes pour le voir. Donc, Galaxy Zoo, je le mentionne, moi, ça, j'ai été au courant dès 2007 quand ça a été lancé. C'était intéressant, puis je me souviens, il y avait eu quand même des projets intéressants de ce côté-là. Le but, c'était en fait, c'est ça, c'est que maintenant, les télescopes vont prendre des fois beaucoup, beaucoup d'images du ciel très lointain. Donc, on voit des taches floues, on sait que c'est des galaxies. Mais là, les scientifiques voulaient un peu les classifier, quelles sortes de galaxies qu'on voit, faire des statistiques là-dessus. Donc, la mission, c'était de classifier des galaxies selon leur forme pour mieux comprendre leur évolution au fil du temps. Parce qu'il faut penser aussi, plus on regarde loin dans l'univers, plus on regarde loin dans le passé. Donc, on pouvait voir, disons, est-ce qu'il y a plus de galaxies elliptiques plus loin dans l'univers, qu'est-ce qu'on a quand c'est plus proche de nous, ainsi de suite. Sans aller dans tous les détails de la science derrière ça, là. Et c'est majeur parce qu'il y a eu des millions d'images classifiées par des centaines de milliers de bénévoles depuis ce temps-là. Moi-même, j'avais participé. J'enseignais au Cégep à l'époque quand j'avais invité mes élèves à participer aussi. Donc, c'était quand même un gros projet. Et une chose intéressante qui était ressortie, puis je l'ai mentionné ici, comme on a sûrement des enseignants, des enseignantes en ligne, c'est qu'il y avait eu une découverte qui avait été faite par une enseignante au primaire aux Pays-Bas en 2008. Elle avait eu cette image-là à classifier quel type de galaxie on voit ici. Mais là, elle a dit, ben, c'est quoi cette chose verte-là, étrange? Ça avait capté son attention. Et Galaxy Zoo, la façon que c'est fait, c'est qu'on peut vraiment, il y a tout le temps une plateforme comme pour discuter un peu du projet. S'il y a des choses qui nous intriguent, ben, on peut comme discuter de cette image-là, s'associer à l'image. Donc, elle a dit, ben, c'est quoi cette image-là? Et depuis, il y a eu plus de recherches qui ont été faites. Euh, En gros, ce serait un grand nuage de gaz là, qui est situé à plus de 700 millions d'années-lumière, qui serait illuminé par un quasar qui est dans un centre de galaxie très lumineux. Bref, c'est quand même intriguant. Ça n'avait jamais été vu de cette façon-là. Et moi, ce que j'aime beaucoup, ben, c'est qu'il porte officiellement le nom, en fait, Vorwerp, là, je suis sûre que je le dis pas bien. C'est objet en néerlandais, comme elle vient de là, Annie. Et elle est créditée comme auteure dans les articles scientifiques. Donc, elle a vraiment contribué à la science. C'est une enseignante au primaire qui l'avait fait pour le plaisir, qui avait contribué. Donc, c'est pas tout le monde, évidemment, qui contribue, qui a leur nom sur l'article scientifique, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment une fois où c'est arrivé. Puis moi, personnellement, je me souviens que ça m'avait intrigué cet objet-là dans le temps qu'on savait pas trop c'était quoi encore. J'avais suivi le dossier un petit peu à l'époque. Je trouvais ça. Bref, c'est quand même intéressant quand c'est des gens aussi qui n'ont pas de connaissances en astrophysique grâce aux images comme ça, au projet de sciences citoyennes, découvrent des choses intéressantes. Donc, pour vous montrer quelques exemples
de projets sur Zooniverse. Donc, Galaxy Zoo, c'était le premier. Ensuite, ils ont décidé d'utiliser un peu la même plateforme pour en ajouter d'autres. Puis maintenant, justement, chaque fois, il y a des dizaines et des dizaines de projets d'ouverts en même temps dans différents domaines. Donc, les exemples, ben, c'est pas les exemples, mais les projets, c'est beaucoup de la classification d'images. Ça reste que c'est quand même un peu la tâche la plus simple, là, pour des fois, pour diviser des projets comme les galaxies que je viens de vous montrer dans Galaxy Zoo. C'est un peu une classification d'images. Mais on retrouve toutes sortes de choses parce qu'il y a différents types de données aussi. Il y a des images, il y a aussi de l'audio, il y a des vidéos maintenant. Et il y a différents types de tâches. Donc oui, des fois c'est classifié, mais des fois c'est des choix multiples, des textes, la transcription de textes. Des fois, il faut dessiner, il faut identifier une partie. Des fois, c'est des questions simples ou multiples. Donc ça varie vraiment selon le projet. Et ici, par exemple, Gravity Spy, c'est de détecter des ondes gravitationnelles grâce aux observatoires LIGO. Donc, si bon, on peut dire, est-ce que ça ressemble plus on voyait peut-être pas très bien à l'écran, mais ça, c'est un blip, ça, c'est un chirp, c'est un whistle. Ils ont identifié différents types de signaux, puis là, c'est à nous de dire à quoi ça ressemble le plus. Donc, ça, vous pouvez détecter des ondes gravitationnelles si vous voulez. Celle-là ici, je ne suis pas allée jouer dedans, je dois admettre, mais de ce que je vois, c'est d'identifier des animaux qu'on voit au Kenya. Donc, peut-être pour le primaire, même, ça s'applique quand même assez bien, parce que là, on peut regarder la liste et dire, ben, sur cette image-là, je vois tel animal, ainsi de suite. Celle-là ici, pour les cellules, ben, ça, c'est un exemple où il faut dessiner. Dans le fond, ça nous demande d'encercler un type de cellule qu'on voit. Donc, je pense que dans ce cas-ci, là, c'est celle-là ici. Donc, on irait vraiment dessiner et l'encercler dans l'image. Euh, et ça, c'est un projet, je ne connais pas beaucoup, là, mais je l'ai vu, je trouve ça quand même intéressant. C'est des lettres ou des lettres écrites à la main ou la correspondance, je pense, qui a été faite par des esclaves à l'époque. Et là, ils essaient de toutes les transcrire pour les avoir comme sur ordinateur. Donc, ils demandent aux humains de vérifier si le texte transcrit est le bon. Donc, ça se fait surtout en anglais, là, mais c'est quand même intéressant, je trouve, comme projet. C'est pas du tout de l'astronomie, mais on voit un peu la variété de projets qu'on peut avoir, puis il y a quand même des choses intéressantes pour nous en apprendre plus aussi grâce à ça. En fouillant sur le site, ça reste que c'est quand même une plateforme surtout en anglais, mais il y a plus de 30 projets qui sont disponibles en français. Donc, quand je vais aller sur le site et je voulais le mettre dans les diapositives, on peut choisir selon le domaine un peu qui nous intéresse, mais il y a aussi l'option de la langue. C'est pas parfait, je dois l'admettre. Il y a des sections encore en anglais, mais il y a quand même une bonne partie qui est traduite, donc ça peut vraiment vous aider. Puis, ben, comme je dis, le système n'est pas toujours parfait. Une fois qu'on a choisi notre projet, il faut parfois resélectionner français à côté du titre quand on va aller sur le site, mais je voulais de contribuer à vraiment de la science citoyenne, là, quelqu'un qui n'est pas scientifique, qui va contribuer à la recherche. Ce qu'ils retrouvent dans le fond, c'est qu'il existe peu d'endroits qui ouvrent aussi grand leurs portes avec le potentiel d'accueillir tant de personnes dans le processus et la découverte en sciences, hein. Donc, le développement des connaissances et des compétences, l'apprentissage des sens, reconnaissance des formes aussi, il y a plein de choses qu'on peut faire de ce niveau-là. Le parcours professionnel, évidemment, toutes les personnes étudiantes, ça peut les inspirer à aller une carrière en sciences et en technologie. Sont même allés voir des bienfaits pour la santé mentale parce qu'on a vraiment l'impression d'un sentiment d'appartenance renforcé avec la communauté si on embarque à ce niveau-là. Meilleure compréhension du fonctionnement des sciences, confiance accrue en les sciences aussi, puisqu'on voit le processus, mais à ce moment-là, après, on peut avoir une meilleure confiance dans les résultats scientifiques et donc de ce qu'on entend parler au quotidien. Puis ça, je vais vous le mentionner maintenant, ça peut servir aussi. Il y a plusieurs écoles qui demandent, par exemple, tant d'heures de bénévolat. On peut avoir un certificat qui est d'heures de service communautaire, dans le fond, de bénévolat que vous avez fait pour la recherche scientifique. Donc, quand même intéressant aussi pour certains programmes ou pour les jeunes là, d'avoir ce certificat.
Je vais aller vous montrer. Ben ça, c'est le lien qui l'explique, mais c'est pas dur. Je vais vous le montrer sur la plateforme tantôt. Donc, comment ça fonctionne? Là, j'arrive dans le concret. Je vais vous amener sur Zooniverse. Euh, Avant que je quitte mes diapositives, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? N'hésitez pas peut-être à ouvrir votre micro si vous voulez les poser de vive voix. Je vois un pouce, ça semble bien aller. Ok, vous n'hésitez pas à les taper aussi dans le clavardage, dans le chat. Euh, Ce que je veux mentionner, ben, il y a l'application, je ne l'ai jamais utilisée, mais quand même, je voulais le mentionner. C'est plus facile pour certains, peut-être sur des appareils, des iPads en classe, c'est plus facile, donc vous pouvez toujours utiliser l'appli. Je dois admettre que je ne l'ai pas essayé. Ce que j'aime de Zooniverse, c'est qu'on n'a pas besoin de compte pour commencer. Donc, vous pouvez aller sur le site, commencer à tester, et tout dépendant de ce que vous voulez faire avec vos élèves, vous pourriez en rester à ce stade-là, pas obligé de créer un compte. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Aussi, des fois, c'est compliqué de se créer un compte, puis on n'est pas certain de vouloir l'utiliser. Par contre, le compte, une fois, si vous êtes certain de vouloir l'utiliser, le compte est quand même utile pour répertorier nos classifications. Ça nous donne un peu notre processus, combien on en a fait. On peut créer des groupes, je vais vous montrer ça. Si vous voulez contribuer au forum de discussion, encore une fois, surtout en anglais, donc tout dépendant de votre niveau d'aisance avec l'anglais, peut-être que c'est moins intéressant pour vous. Et si vous voulez obtenir un certificat aussi pour les heures, excusez, pour les heures contribuées, ben à ce moment-là, il faut un compte. Donc, on va aller sur Zooniverse. Je mets ça ici. Pour ceux qui se sont joints plus tard, là, je vais vous fournir le lien aux diapositives aussi. Donc, vous allez avoir tout ça par après. Donc, je vous amène sur Zooniverse. Je l'avais déjà ouvert ici. Alors, voici quand on commence, hein. La plateforme au complet là, est surtout en anglais, mais je vais vous montrer comment on peut accéder à certains en français. Et là, vous allez remarquer que je ne suis pas encore loguée, là. J'ai créé un compte, j'ai un compte, mais pour l'instant, je ne suis pas connectée à mon compte pour pouvoir vous montrer tout ce qu'on peut faire sans avoir de compte. Euh, Vous pouvez voir 957 millions de classifications jusqu'à maintenant, près de 3 millions de bénévoles inscrits. La petite vidéo est intéressante, ça dure 1 minute, elle est en anglais, donc je ne l'ai pas fait jouer, mais n'hésitez pas à aller la chercher. Et là, vous pouvez voir certains des projets. Puis ici, on voit aussi, ils aiment bien nous montrer les scientifiques derrière les projets aussi. Et il y a quand même un blog aussi intéressant qui peut, si vous l'utilisez en classe, vous faites des projets intéressants, n'hésitez pas à les contacter. Ils aiment vraiment ça, avoir du retour. Puis on peut, c'est comme ici, là, quelqu'un qui chasse les astéroïdes à partir de l'Inde. Donc c'est intéressant de partager ça. Mais je vais remonter en haut. Allons voir tous les projets. Il y a toujours des projets un peu mis en vedette, hein. Vous voyez qu'il y en a en astronomie, il y en a qui sont dans d'autres domaines. Et c'est ici qu'on voit, présentement, il y en a 72 projets d'ouverts, hein. Et ça change. Je dois admettre que cette particularité-là de Zooniverse, des fois, ça peut être un peu difficile parce que les projets, ben, quand toutes les données ont été analysées, le projet se termine. Et pour un enseignant qui veut bâtir quelque chose d'année en année, c'est pas toujours facile de savoir, ben, est-ce que le projet va continuer l'année prochaine. Mais je vais quand même vous en montrer un. Galaxy Zoo existe depuis 2007 et il continue. On peut voir un peu le taux d'avancement du projet, puis il est vraiment pas très avancé. Donc ça en est un bon là, pour mettre en classe. Donc ici, il y en a 72. Je peux venir justement chercher en français. Il y en a 26. Ah, c'est drôle, j'en avais vu plus qu'une trentaine nos jours. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui sont disparus. Et vous pouvez voir aussi toutes les disciplines. Donc, il y en a quand même dans plusieurs disciplines. On pourrait aller à l'espace. Il y en a 18 quand même. Ça reste que l'astronomie, ça a été le point de départ avec Galaxy Zoo et c'est le domaine, je crois, qu'il y en a le plus sur Zooniverse. Donc, vous voyez, il y a différents projets. Je vais vous amener dans Galaxy Zoo. C'est celui que je connais le mieux. Puis là, c'est ça que je vous dis, qu'une fois qu'on arrive sur le projet, on dirait que c'est revenu en anglais. Donc, si il faut le reforcer en français, voilà. Donc, on peut commencer
assez rapidement. Ça, c'est ce que j'aime, c'est qu'on peut vraiment partir tout de suite. On voit ici justement les statistiques de Galaxy Zoo, le pourcentage d'achèvement, seulement 6%. Et ça fonctionne depuis 2008. Donc, vous allez en avoir pour toute votre carrière. Tu sais, il va fonctionner là, pendant encore plusieurs années parce qu'il y a des nouvelles données. D'ailleurs, présentement, il utilise aussi les données du télescope spatial James Webb. Donc, il y a tout le temps des nouvelles données qui sont ajoutées. Donc, ça continue, ça continue, ça continue. Donc, ça, c'est quand même assez, si vous voulez devenir familier avec un projet, Galaxy Zoo, c'en est un bon parce qu'il n'est pas. Si vous embarquez sur un projet puis il est à 95%, ben, il y a des bonnes chances que si vous voulez le faire l'année prochaine avec vos élèves qui ne soient plus disponibles, ça veut dire que toutes les données ont été analysées. Bon, vous pouvez vraiment fouiller, vous pouvez en apprendre plus sur l'équipe de recherche. Galaxy Zoo, c'est quoi? Ils ont même celui-là, ils ont vraiment, comme c'était le premier, là, ils ont vraiment, tu sais, ils ont des pages sur les réseaux sociaux juste pour Galaxy Zoo, quand même un site web au complet. Mais ce qu'on peut faire, c'est de dire directement, go, on y va. Donc là, le tutoriel, je ne sais pas trop pourquoi m'apparaît en anglais ici, ça me donne ça me donne un peu d'informations. Tu sais, JWST, là, ça c'est vraiment le James Webb Space Telescope. Donc, on utilise vraiment des données du télescope James Webb et on veut classifier les galaxies. Donc, voici notre tâche. On voit deux images d'une galaxie, on se rend compte tout de suite que les images qu'on obtient, des fois, c'est pas toujours des belles. Tu sais, quand on voit des belles galaxies en spirale, en couleur, ça, c'est des belles images qui ont été processées, puis des galaxies assez près de nous. Là, on voit vraiment des galaxies plus loin dans l'univers où on voit les pixels, on voit pas grand-chose, et c'est pour ça qu'ils demandent un peu notre aide, comme est-ce que ça ressemble à quelque chose en termes de galaxies? Vous pouvez toujours changer ici. C'est comme si on a. Bon, attendez un peu, c'est pas le meilleur bouton, là. Pour avoir plus d'images, c'est qu'on peut les voir tout dépendant un peu de la façon. Des fois, c'est même en. Ah, c'est ici. On peut les inverser, voir si on voit mieux noir sur blanc que blanc sur noir. Donc, il y a différentes façons. On peut zoomer, on peut les tourner, tu sais, on peut essayer de voir. Mais en gros, ce que ça nous demande, c'est est-ce que la galaxie est simplement lisse et arrondie sans aucun signe de disque? Donc là, vous pourriez parler avec vos élèves, vraiment, une galaxie, ça ressemble à quoi? Peut-être des différents types de galaxies. Est-ce qu'il y a un bras en spirale? Est-ce qu'il y a des bras en spirale? Est-ce que c'est une galaxie elliptique? Et là, ça nous dit simplement, est-ce que c'est lisse? Est-ce qu'il y a une spécificité ou un disque? Ou c'est une étoile ou un artefact ou n'importe quoi? Là, moi, je dois admettre que ça ressemble plutôt lisse, celui-là. Euh, Malheureusement, celui-là, ici, le tutoriel est en anglais, donc il faudrait traduire peut-être ça si vous avez besoin. Puis, ah, mais ici, c'est ça. Avez-vous besoin d'aide? Ça va nous donner quelques exemples. Donc, voici des exemples de lisses. Euh, Ensuite, avec des disques, ça pourrait ressembler à quoi? En spirale, avec une barre au centre. Ensuite, des galaxies de côté, les étoiles ou les artefacts, ça nous dit un peu ça peut être quoi. Donc, il y a quand même quelques exemples ici. Là, je n'irai pas au complet, mais ça, c'est vraiment avez-vous besoin d'aide? On le voit ici. Donc, moi, j'aurais envie de dire lisse. Et là, stressez-vous pas si vous n'êtes pas certain. Les mêmes données sont données à plusieurs participants et ils vont faire une analyse statistique après. Donc, s'ils se rendent compte, puis des fois, ils vont mettre des vraies données au travers, donc ils ont déjà analysé et ils vont valider est-ce que vous êtes bon ou pas à les classer, celles qui ont déjà comme des réponses un peu associées. Donc, comme ça va permettre un peu de voir. Mais ça, ils vous le disent pas, là. Vous n'êtes pas vous êtes pas bon à classifier ou pas, ils vous le diront pas. Mais ça fait qu'on n'a pas besoin de se stresser à chaque fois. Si je ne l'ai pas bon, je ne veux pas nuire à la science. Inquiétez-vous pas. Les mêmes données sont analysées, je ne sais pas combien de fois, mais plusieurs fois par les participants. Et ensuite, ils font des analyses statistiques là-dessus. Donc là, si je vais sur suivant, la galaxie est-elle en train de fusionner? Voyez-vous des signes de débris, d'effet de marée? OK, ça, dans le fond, c'est est-ce que c'est en fusion? Est-ce que des débris d'effet de marée, ça serait quand on voit justement qu'ils ont été étirés, ils ont été déformés. On voit les deux qui sont étirés un peu ou pas du tout. Et là, si je viens ici, ça va justement m'expliquer un peu les fusions, de quoi ça peut avoir l'air. Donc, à chaque fois, il y a quand même des informations ici intéressantes puis des exemples aussi. Bon, c'est pas parfaitement traduit, mais ça nous donne quand même une bonne idée. Bon, moi, dans ce cas-ci, je dirais aucun.
Voyez-vous, là, ça, c'est un exemple Galaxy Zoo où ils nous amènent, il y a trois, quatre questions par galaxie, je pense. Des fois, c'est juste une, là, c'est quelques-unes. Voyez-vous l'une des de ces caractéristiques rares? Est-ce qu'il y a un anneau, une lentille ou un arc irrégulière, traînée de poussière, superposée, rien d'inhabituel? Bon, il y a un bug ici dans la traduction. Ça, moi, j'ai bien de la difficulté à le dire ici, là. Il est un petit peu étiré, mais je vois pas ça. Peut-être irrégulière. On pourrait toujours aller voir des anneaux. Non, on voit pas d'anneaux évidents. Euh, les Antilles ou les arcs, ça pourrait ressembler à ça. Irrégulière, ben, c'est peut-être ça un peu qu'on a, mais de plus loin. Traînée de poussière, ça, c'est des cas plus évidents, là. La galaxie que j'ai est vraiment pas très belle, honnêtement. Des fois, on a des meilleures. Bon, je vais mettre irrégulière. Puis, là, à la fin, je peux soit valider ou dire valider et d'en discuter. Comme si on voit quelque chose vraiment comme l'affaire verte. Tantôt, je vous ai montré le voir verte de Annie. Ça, c'est long qu'on pourrait dire, hey, discuter de cette image-là, il y a vraiment quelque chose de différent. Et on continue avec une autre. Donc ça, je viens de faire une classification. Ce qui nous demande, c'est de toujours regarder l'image, la galaxie qui est comme centrée. Il y a ici et là d'en avoir une autre sur le côté, mais c'est toujours celle au centre qui nous demande de faire. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On pourrait en faire beaucoup comme ça. Là, je viens d'en faire une. Celle-là, il est quand même, nous amène à plusieurs niveaux quand même. Euh, donc là, c'est sûr, je ne suis pas connectée aussi, je ne le vois pas. Mes statistiques, pour chaque projet, on a toujours le côté discussion en haut. Là, on vient de voir, ça vient de changer en anglais, mais on voit tu sais, qu'il y a des discussions. Il y en a, c'était il y a quelques heures, il y a quelques mois. Bref, chaque projet a une discussion et c'est là que les scientifiques derrière le projet vont être aussi. Bon, t'en as un petit peu. Dans le fond, je viens juste de voir quelque chose. Est-ce qu'il y a des discussions en français? Non, c'est ça, OK. Euh, Je ne suis pas certaine, les galaxies, c'est quoi exactement? Les collections plutôt. Donc, si je reviens dans classifier, par exemple, c'est là qu'on peut le faire. Donc, ça, c'est Galaxy Zoo. Si vous parlez de Galaxy, oh, regardez, là, celle-là est quand même pas mal plus belle, là. Clairement, j'ai un disque. Il y a peut-être une fusion avec un autre. En tout cas, il y a une superposition, c'est sûr. Est-ce qu'ils sont vraiment en interaction? C'est dur à dire. Mais je pourrais le répondre du mieux que je peux pour cette galaxie-là, ainsi de suite. Des fois, on en a des belles, mais des fois, on en a des plus difficiles. J'ai commencé avec une assez difficile au début. Hum, je veux, je vais vous en montrer un autre rapidement, un autre projet. Euh, Celui est aussi en français. C'est chercher Planet Hunter. Attends un petit peu. Là, faut que je le trouve. Planet Hunter Test. Et là, encore une fois, pour le remettre en français ici. En fait, je pense que c'est juste pour trier l'autre, puis après ça, il faut le remettre en français. On recherche les exoplanètes avec le satellite TESS, le télescope TESS, et on veut voir si on voit une exoplanète dans les données. Donc là, c'est sûr que ça demande quand même quelques connaissances pour savoir, là, ça me dit, voyez-vous un transit? Ben, il faudrait peut-être parler aux élèves en premier des exoplanètes. C'est quoi un transit? Et je veux juste vous mentionner que dans nos ressources, on a des belles ressources sur les exoplanètes que j'ai créées avec, il y a quelques années, on a créé avec mes collègues de l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes à Montréal avec Marie-Ève No en particulier. Et on a plein de ressources pour les éducateurs, justement. Comment trouve-t-on les exoplanètes, par exemple? Vous auriez un Google Slides qui pourrait vous expliquer la méthode du transit, qui est juste ici. Euh, et ça pourrait vous aider. En gros, la méthode du transit, si je fais jouer juste cette petite animation-là, on voit l'étoile au loin, on ne voit pas l'étoile en détail comme ça, ni la planète qui passe devant, mais nous, ce qu'on mesure, c'est la luminosité de l'étoile, et tout d'un coup, ça baisse. Ça, c'est ce qu'on mesure. Donc, chaque fois qu'une planète qui est en orbite autour d'une étoile va passer devant, il faut que l'alignement soit vraiment bon, mais ça va dire ça va faire ce qu'on appelle un transit. C'est comme une petite éclipse. Une éclipse, c'est quand ça couvre vraiment plus. Dans ce cas-ci, comme ça couvre une petite fraction, on appelle ça un transit. Donc, nous, ce que les scientifiques mesurent, en fait, c'est la luminosité qui descend. Donc là, on va aller chercher des transits dans les données. Euh, il y a tout, encore une fois, il y a plein d'explications. Là, je vais passer rapidement. Vous allez voir un peu comment je vous l'explique. Ouf, on n'a pas les meilleures données pour commencer.
Non, des fois, je sais qu'on pouvait comme en demander un autre. OK, donc là, je dois avouer que je pense pas qu'il y en a. Je vais passer rapidement, j'aimerais ça vous en trouver un meilleur. OK, ça en est un bon. Donc, en gros, là, on voit le signal de l'étoile il varie, là, il y a quand même une variation dans l'étoile, mais il y a des moments où ça descend vraiment beaucoup. Ça sera un transit. Donc, le signal de l'étoile est quand même assez stable autour du zéro. Puis là, ça descend. Là, je me rends compte, ce qui est étonnant, par contre, c'est que j'en ai beaucoup à identifier des transits. On va y aller. Donc là, c'est une fois où il faut que je dessine. Donc, je viendrai comme sélectionner. Moi, je pense qu'il y a un transit ici. Mais je pense aussi qu'il y en a un là. Je pense, là, hey, j'ai vraiment pas les bons exemples pour faire live avec vous, là, parce que là, lui, il a l'air d'en avoir, mais vraiment beaucoup. Je vais le faire quand même assez rapidement, là. Je pourrais zoomer pour être plus précise, hein. Mais vous comprenez le concept, j'espère, c'est que j'encercle les parties qui semblent être vraiment des baisses de luminosité beaucoup plus évidentes, hein. Là, je l'ai mal fait, je vais le rapetisser un peu. Bon, c'est vrai qu'il y a des questions entre-temps pendant que je finis cet exemple-là, allez-y, parce que c'est pas le meilleur. C'est la première fois que j'en prends un qui a autant de transit à identifier. L'autre d'avant, j'avais passé vite parce que c'était plus comme juste un signal avec du bruit, là, de... Au, Oui, au début, je pensais que l'espace vide, c'était un transit, justement. ben ça se peut bien en fait. Là. Ici, là, d'après moi, il doit en avoir un. Tu sais, peut-être qu'il y en a un là, ouais. C'est Mario, c'est ça, ouais, qui a parlé? Oui. Je suis concentrée sur mes transits, là. Bon, OK. Tu sais, on voit que quand même, ça se répète. Normalement, ça devrait se répéter aussi. Là, ma période, tu sais, le temps entre chaque n'est pas nécessairement assez évident. OK. Bon, ça a continué. Donc là, ici, ce que je vois, c'est que les données. Tu sais, tantôt, je vous montrais ici que quand on mesure, c'est comme une ligne droite, mais en réalité, c'est des points de données, puis il y a tout le temps un peu de bruit, comme on appelle du bruit de fond. Dans le fond, les données ne sont pas toujours parfaites. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a quand même beaucoup de bruit dans la donnée. Est-ce qu'il y a un transit? Donc, ça, c'est comme des variations normales du signal. Puis là, je peux pas dire, moi, que je vois de transit évident. Ça descend ici un peu, mais est-ce que c'est dans le transit? Est-ce que c'est un transit? Je suis pas certaine. Moi, je dirais qu'il n'y en a pas. Des fois, il va nous corriger. Pour les exoplanètes, là, j'en ai fait plusieurs la semaine dernière. Puis il y a des moments où c'est une exoplanète qu'on connaît déjà. C'est un système qu'on connaît qu'il y a des exoplanètes, puis il va nous dire, oh, vous avez manqué ici. Donc, ça nous permet de nous corriger un petit peu. Je trouve pas que j'ai les meilleurs exemples, là. Moi, il n'y a rien que je trouve vraiment évident. On dirait que, tu sais, les variations vers le haut, vers le bas, on dirait que c'est du bruit encore. Hey, je peux en avoir un de mieux pour vous montrer? Ich. Non, je pense pas encore. Excusez, je vais en faire quelques-uns. Bon, hey, là, lui, il y en aurait beaucoup, par contre. Hey, j'ai pas les... j'aimerais ça voir. Bon, OK, tu sais, encore une fois, là, lui, il n'a comme... c'est soit que j'en ai pas ou que j'en ai trop là, dans les exemples qui sont envoyés au hasard vers moi. Tu sais, moi, il y a quand même... Il y a quand même beaucoup de variations vers le haut et je suis pas certaine, hein. Est-ce que ça en est ou pas? Comme vous voyez, même moi, là, je trouve pas ça, je suis pas vraiment certaine. Regardez, des fois, les images qu'on a sont beaucoup plus évidentes. Tu sais, on voit que le signal de l'étoile est environ là, c'est la ligne normale, disons, puis après ça, on a trois transits évidents ici. Mais comme vous voyez, ça, c'est un exemple facile. En réalité, c'est pas toujours aussi simple. Bon, ça montre que des fois, on en a des questions les plus difficiles que d'autres. Ce que je vais faire, je vais me connecter et je vais vous montrer un peu les possibilités là, une fois qu'on est connecté. Comet Catcher, OK, je vois une question de Nancy. Allons-y. Ce qui est intéressant de Rubin, en passant, c'est Rubin, c'est le nouvel observatoire qui prend. Et moi, je suis tellement impressionnée de Ruben, là. Il prend des grandes portions du ciel à la fois. Dans les premières nuits qu'il a observées, il a détecté des centaines d'astéroïdes. J'ai... Attendez un petit peu. Celui-là, c'est ça, il n'était pas en français, donc j'ai pas encore fouillé tant que ça pour lui, je dois admettre. Mais ben, allons voir ensemble. Là, je vais sauter cette partie-là. Tu sais, ça nous demande, est-ce qu'on voit une queue ou une coma? Dans le fond, c'est la partie, le nuage de gaz autour de l'objet au centre de l'image. Ben, clairement, il y a une queue ici, là. Fait qu'on dirait oui. C'est tout.
OK, là, j'ai eu raison, ça m'a expliqué un petit peu. Dans ce cas-ci, c'est un objet qui se déplace. Est-ce qu'on voit quelque chose autour? Bon, je pense que je dirais non. Donc oui, c'est effectivement Nancy. Je pense que lui il pourrait être intéressant. La raison pourquoi je ne l'avais pas fouillé plus, c'est qu'il n'était pas en français. Mais encore une fois, si on explique la base, on va chercher, on explique la science un petit peu en arrière, ben ça peut vraiment être intéressant. Après ça, les questions, c'est assez simple de continuer. Ce que je trouve intéressant, c'est, moi, je travaille beaucoup en collaboration avec l'Université de Toronto. On va donner une formation d'ailleurs en personne au début du mois d'avril. Puis un de nos présentateurs invités, c'est quelqu'un qui utilise les données de l'Observatoire Rubin qui est au Chili. Et ils sont en train de bâtir un nouveau projet Zooniverse qui va probablement être lancé. Donc, on va vraiment avoir un scientifique qui est en train de construire un projet Zooniverse. J'ai hâte de voir avec lui un peu sa version, comment ça fonctionne. Puis, mais je ne sais pas encore ça va être quoi. Donc ça va être un qu'on pourrait reparler par après. Donc, je vais me loguer juste pour vous montrer un peu les possibilités. Attendez un peu, là, je vais essayer de faire ça. Non. Oups. Donc, une fois qu'on, tu sais, là, en fait, ben oui, voyons. Pourquoi ça marche pas? Excusez, il faut bien que je sois en ligne pour que ça ne veuille pas. Ça a-tu marché? Ça ne veut pas. Attendez un peu, je vais. Non. OK. J'ai un compte, dans un petit peu, je repartage mon écran. Le seul problème, c'est que je n'aurai pas les statistiques que j'avais l'autre fois. Là, vous auriez pu voir un peu mieux, mais bon, on va y aller avec ça. OK. Bon, je m'excuse, c'est ça que ça fait quand on est en direct des fois. Euh, donc, quand vous créez un compte, euh, en cliquant ici, on tombe sur notre page. Dans le fond, là, on voit que j'ai zéro classification, zéro projet. C'est un peu ce que j'aurais aimé vous montrer. Si j'avais pu me loguer sur mon autre compte, là, c'est qu'on va voir un peu les statistiques. On pourrait voir combien d'heures j'ai passé dessus. Puis en cliquant sur More Stats, ben là, malheureusement, j'en ai pas, mais c'est ici qu'on pourrait faire générer mon certificat. Là, c'est pas très intéressant, on s'entend, puisque j'ai 0 heure sur 0 projet. Mais quand même, c'est ici qu'on pourrait aller le chercher, par exemple. Donc, encore une fois, là, je l'ai fait vite, mais en allant sur notre compte, More Stats, Generate Volunteer Certificate, c'est là que vous pourriez l'avoir si vous voulez. Donc, vous verriez ici tous les projets que vous avez faits, les heures que vous avez mis, ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est, bon, attendez un petit peu, si je reviens ici, vous pouvez créer des groupes, hein. C'est là pour les c'est ça que je voulais vraiment vous montrer, là, si vous êtes enseignant ou, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui organise un club parascolaire ou un club de sciences, disons, dans une bibliothèque. Vous pouvez créer un groupe, vous dites, hey, c'est notre défi ce mois-ci, on veut faire 100 heures sur Planet Hunters, par exemple. Puis là, les gens peuvent se joindre au groupe et vous essayez ensemble d'atteindre vos objectifs de 100 classifications. J'ai dit des heures, mais en fait, c'est par classification que ça fonctionne. Euh, donc, si je crée un groupe, hein, par exemple, je vais l'appeler webinaire DU, donc webinaire à la découverte de l'univers. On peut faire que tout le monde peut le voir ou juste les membres. Je vais le laisser ici. Puis là, on pourrait faire, disons, si vous voulez amener une saine compétition en classe, vous pourriez mettre les statistiques individuelles visibles à chacun. Donc, peut-être que les élèves entre eux, ça s'encouragerait à vouloir battre l'autre en termes de classification. Mais si vous voyez que ça l'amène peut-être une compétition malsaine, mais vous pourriez mettre, ne pas montrer les statistiques individuelles, puis seulement les statistiques de groupe. Bon, là, je vais les mettre comme ça. Créer nouveau groupe. Et là, je vous invite. J'ai envoyé des captures d'écran. Oui, je vois rapidement, là. Mais si vous voulez joindre mon groupe, vous pouvez y aller. Puis là, vous pourriez faire quelques classifications si vous voulez. Évidemment, il faut que vous ayez un compte hein, pour le faire aussi. Je vois, bon, excusez, là, ça l'ouvre en grand. Je pense que Mario, vous êtes un habitué là, de ce que je vois. 770 classifications, oui, effectivement, hein, vous en avez fait pas mal. Mais bref, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment au niveau si ça vous tente de vous joindre, là, je viens d'envoyer le lien, vous pourriez, après ça, chaque classification qui va être faite
par vous va apparaître ici. Ensuite, les projets qui ont été le plus faits, là, évidemment, c'est un groupe privé, là, c'est juste moi et vous qui allez le voir. C'est juste pour un peu l'exemple, mais je pense qu'il y a quand même, ça peut être intéressant en classe de se mettre des défis de ce côté-là, puis de voir un peu. Mais oui, donc le point, par contre, la bonne question, Brigitte, c'est ça, c'est que les élèves doivent se créer un compte pour les groupes. Vous pouvez vraiment faire l'activité en classe sans se créer de compte, mais ça ne tient pas les statistiques de combien de classifications vous avez fait, par exemple. Donc, c'est vraiment à vous de voir est-ce que ça vaut la peine pour vous, tout dépendant de l'âge des élèves aussi. Ça ne demande pas beaucoup d'informations, mais je ne sais pas dans vos classes, dans vos écoles, c'est quoi euh, comme un peu ce qui est demandé là, aux élèves, à partir de quel âge ils peuvent se créer des comptes. Ça demande adresse courriel, un nom, puis même là, ça pourrait être un faux nom, parce que le vrai nom, il est demandé seulement si éventuellement ça pourra apparaître dans des articles scientifiques si on contribue vraiment. Donc, ça pourrait même être des pseudonymes là, à ce moment-là, ou mais c'est ça, c'est l'adresse courriel aussi qu'il faut pour se connecter. Donc, c'est à vous de voir si ça vaut la peine ou pas, tout dépendant de l'âge de vos élèves aussi. Donc, par exemple, si je retourne un petit peu, c'était quand même intéressant la comète, là. Ouais, on l'aime bien, le petit icône de la comète aussi, hein. Donc, voilà, si je vais là, je suis encore en partage d'écran, hein. Ouais, OK. Oui, boy, là, je vois rien qui semble bouger sur ça. Donc, ben, pas qui semble bouger, mais je vois pas de queue. Donc, je me donne. Ah, là, clairement, on en voit une. On voit la queue de la comète ici. Donc, ça en est une. Celle-là. Hi, ben, c'est là qu'on pourrait peut-être zoomer, essayer de voir un petit peu. Il y a quand même un petit peu de flou tout le tour. J'aurais envie de dire oui, mais je suis vraiment pas certaine. Mais bon, on va l'essayer, on va dire oui. Celle-là, clairement, il y en a une. Bon, c'est bon. Donc là, puis là, ça me félicite quand ça sait justement que j'en ai fait des vrais là, qui ont déjà été analysés, puis qu'eux, ils avaient déjà identifié comme quoi il y en avait une. Donc, si je reviens dans mes statistiques, par exemple, ben là, ça me dit que dans le groupe, on a fait 4 classifications, puis c'est Comet Hunters qui a été le plus utilisé. Mais on pourrait, comme ça, avoir différents projets aussi. Puis on pourrait se donner des objectifs, voir si on les atteint. Puis là, si je reviens, ça, c'est mes groupes. Mais si je reviens ici dans mes statistiques, là, on voit que j'ai plus de statistiques. J'en ai fait des classifications. Puis si j'ai mon certificat, ben bon, j'ai fait un projet, mais j'ai pas encore fait assez d'heures. OK. Euh, donc, je vais revenir. Là, je m'excuse, hein, il y a eu quand même 5 minutes où c'était pas intéressant pendant que je niaisais avec mon compte, là. Euh, ouais, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est drôle la façon que ça apparaît pour moi. J'espère que vous me l'auriez dit si vous ne voyez pas ce que je vous montrais. Ça va? Non, c'est bon. OK, c'est bon. Si je reviens dans mes diapositives, dans le fond, donc je vous ai montré un peu justement, donc pas besoin de créer un compte pour commencer, mais le compte est utile pour répertorier nos classifications, pour créer des groupes, si vous voulez contribuer au forum de discussion et obtenir le certificat. Donc, je vous l'avais dit tantôt, mais là, je le rementionne puisque là, vous avez vu un peu la plateforme. Donc, créer des groupes, justement, ça permet de garder des statistiques pour le groupe ou individuellement. Ça, par exemple, je l'ai pris d'une vidéo, là. Je l'ai pris, en fait, c'est ça, un tutoriel vidéo qui est en anglais, mais qui est très visuel. C'est juste quelques minutes si vous voulez voir un peu les idées. Puis justement, on montre l'exemple, par exemple, biologie, quatrième période. On voit un peu les projets qu'ils ont utilisés. Il y a eu 12 classifications par 13 contributeurs, ainsi de suite. Donc, ça peut être intéressant, là. Tout dépendant où vous voulez aller avec vos groupes, il y a vraiment des idées intéressantes qui peuvent être faites, hein. Et ce que je voulais que vous gardiez en tête aussi, c'est est-ce que voir justement pour vous si c'est nécessaire de créer, pour vos élèves de se créer un compte, ça dépend vraiment de vos objectifs. Et vous pouvez le faire en 30 minutes dans une classe. Vous parlez par exemple un peu des exoplanètes, vous faites quelques analyses de transit ou les comètes si c'est plus facile aussi. Puis c'est tout, c'est fini. Puis voilà, c'est votre contribution à Zooniverse pour cette année. Mais vous pouvez le faire aussi sur plusieurs périodes, même un défi annuel, vous pourriez le répéter d'année en année.
Fait que c'est vraiment, il y a quand même une belle possibilité de, de- il y a un beau potentiel. C'est assez modulaire à quel point vous pouvez en faire juste un petit peu ou vraiment le grossir, tout dépendant de ce que vous voulez faire. Puis, c'est ça, ce sont des vrais projets de science, donc ils ont une fin. Quand les données ont toutes été analysées, c'est fini. Donc, regardez le pourcentage de données analysées avant de se lancer. D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, par exemple, pour Ruben. Mais Ruben, ça doit être assez nouveau quand même. C'est à 0%. Donc, ça vient probablement juste de commencer. Euh, ouais, parce que ouais, il y a déjà 5 millions de classifications, puis c'est encore à 0%. Celui-là, il va durer longtemps. C'est sûr que le télescope, l'observatoire Rubin, ça vient juste de commencer depuis l'été dernier. Les données, même pas un an, il va en avoir beaucoup. Et de garder en tête aussi, à chaque donnée est analysée, excusez, chaque donnée à analyser est envoyée à plusieurs participants et une analyse statistique est faite. Donc, ne pas avoir peur de faire des erreurs. Vous avez vu tantôt, des fois, je n'étais pas certaine, je passais vite. Puis il y en a, là, tu sais, là, j'ai pas eu les bons exemples pour les transits, là, j'ai trouvé difficile. Des fois, c'est plus facile. J'en ai eu quelques-uns, l'autre fois, c'était vraiment très facile. Puis ça me disait justement, bravo, vous l'avez bien analysé, celle-ci, c'est l'exoplanète qu'on connaît, tel chiffre, tel nom d'exoplanète. Donc, ça nous permet de valider des fois, ah, OK, lui, je l'ai bien eu, ainsi de suite. Les scientifiques n'ont pas les réponses, mais dans ce programme-là, ce qui est intéressant, c'est que des fois, on nous donne les réponses quand c'est un projet qui run, qui fonctionne depuis un bout, donc ça nous permet de valider si on fait bien ça ou pas. Il y a plein de façons d'aller plus loin aussi. On peut évidemment s'informer sur la science du projet. Tu sais, il y a tout le temps des informations un peu plus sur les pages web. J'ai passé rapidement, mais si vous lisez l'anglais, vous pouvez vraiment vous informer plus ou mettez tout ça dans un traducteur automatique. Ça fait quand même un travail intéressant. Vous pouvez vraiment amener les élèves à réfléchir au processus, puis à leur rôle dans le processus, tu sais, pour leur demander à quel point vous pensez que vous avez contribué, qu'est-ce que vous avez fait dans le projet global, ainsi de suite. C'est quand même intéressant de les faire réfléchir à ça aussi. Vous pouvez contacter les scientifiques derrière les projets, justement avec la partie discussion, ou voir un peu de ce côté-là. Là, c'est intéressant d'entrer en contact avec eux. Et il y a quelques idées. Il y a une page quand même qui s'appelle classroom.zooniverse.org qui est en anglais, mais ça peut vraiment vous donner des idées comment tu sais, Astro 101, euh, Zooniverse dans les écoles, il y avait des activités intéressantes ici. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça, traduire quelques idées, par exemple. J'aimais bien ici, on montrait, par exemple, des worksheets, tu sais, une feuille de travail. Tu sais, mes classifications, j'en ai fait combien des spirales, des elliptiques. Et là, ils peuvent faire des petits graphiques avec d'autres. Donc, c'est une idée de feuille de travail en classe, par exemple. Donc là, ça, c'était dans Zooniverse. Eh bien, c'est ce que je voulais vous montrer. Si vous voulez l'essayer, vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais revenir ici, voir s'il y en a. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont joints à mon groupe? Je suis encore la seule contributrice. Mais c'est bien correct. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je voulais juste vous donner une opportunité si vous vouliez voir. Mais s'il y en a qui sont en train de l'essayer, qui ont des questions, n'hésitez pas à me le demander. Et je crois que je vais arrêter l'enregistrement. S'il y en a qui ont des questions, ceux qui sont en ligne, je ne sais pas, vous êtes en train de l'essayer, mais je vais rester en ligne quelques minutes là, si vous voulez l'essayer, puis voir comment ça fonctionne. Ceux qui ont écouté l'enregistrement, merci d'être restés jusqu'à la fin.